On débute ce remake avec un vieux film d'enquête de 1973. Oui, promis, le bruit, le noir et blanc, les rayures de pellicule, on vous jure, c'est en 73. Une voix off nous sert de texte d'exposition qui, pour la première fois dans la franchise, n'apparaît pas à l'écran, et qui nous parle du massacre commis par la famille Hewitt et non plus la famille Sawyer. Cette introduction est entrecoupée d'images du présent, du présent de 2003. On passe de l'un à l'autre dans une séquence très confuse, puis on a l'écran titre sous forme de radio. J'avoue, je sais pas trop pourquoi ils ont choisi cette esthétique-là, ça a aucun rapport avec quoi que ce soit dans le film. Et on se retrouve enfin, à nouveau, en 1973, avant le massacre, pour retrouver la bande de jeunes qui vont nous servir de victimes. Pourquoi il y avait besoin de cette introduction? Pourquoi l'étalonnage est aussi moche et déroutant? Pourquoi une radio? Pourquoi le bruit de l'appareil photo de l'original sert maintenant d'impact sonore? Tant de questions qui vont peut-être pas avoir de réponse dans cette vidéo. Et maintenant on commence réellement le film, par le cliché du cri de jeune femme qui nous fait croire que ça fait peur. Mais en fait non, t'en fais pas, elle avait juste la trouille de sauter dans l'eau, tout va bien. Je crois qu'il faut que je vous prévienne tout de suite que l'horreur des années 2000, et tous ces clichés, ne me plaisent pas vraiment. Pas du tout même. Suite à cette excursion, on se rapproche enfin de notre groupe de jeunes sur la chanson Sweet Home Alabama, qui n'est sortie qu'en 74, mais bon, c'est qu'un détail. Vous aviez une chanson, à bien choisir une. On a les deux qui se bavent dans la bouche, le stoner à lunettes, le BG tête à claque mais qui est gentil dans son petit cœur, et la nana qui a la tête sur les épaules et oui, c'est elle qui survit à la fin, on le sait tous. Ils chantonnent, ils fument, on apprend que Pepper est une autostoppeuse qu'ils ont rencontrée la veille, que Morgan, Andy et Kemper sont potes depuis longtemps, et que Erin est la copine de Kemper, et qu'elle est clairement plus calme que les trois autres niveau alcool et drogue. Ils reviennent tous d'un court voyage au Mexique et sont en train de se rendre à un concert. En traversant le Texas, ils croisent une autostoppeuse qui a l'air traumatisée. Alors qu'ils la questionnent sur ce qui lui est arrivé, elle remarque qu'ils vont dans la même direction où elle allait déjà, et ça la fait paniquer. Ok, elle sort un flingue de son entrejambe et se tire une balle sur la banquette arrière. Oui, non, moi non plus je pensais pas te dire cette phrase un jour, mais que voulez-vous, je pensais pas non plus faire le doublage d'une tasse à fesses, hein. Nos protagonistes, bien naturellement, paniquent, et c'est là qu'on va commencer à en apprendre un peu plus sur leur réelle personnalité. Kemper se débarrasse de la bœuf qu'ils avaient récupérée au Mexique sans prévenir Erin, et se focalise sur elle pour s'assurer qu'elle va bien. En plus de niquer violemment la règle des 180 degrés. C'est pas bien sympathique ça, elle vous a rien fait cette règle. Pepper panique et se sent sale, Andy sert à rien, Morgan se focalise sur ses fesses et ne s'occupe pas des autres. Il va jusqu'à proposer qu'ils balancent le cadavre dans la pampa et continuent leur route. Bref, ces jeunes adultes typiques des slashers ont droit à un peu de développement, ce qui est pas mal. Comme ils sont au milieu de nulle part, faites pas attention aux maisons dans le fond, ils décident de se trimballer le cadavre jusqu'à la prochaine ville. On arrive à notre fameuse station-service par un montage absolument raté, c'est quoi cette affaire là? Genre, il pointe le panneau passe à côté de la fenêtre, on revient sur Kemper, et là, le van passe devant le panneau. Non, non, monsieur le monteur, on n'a pas besoin de tout ça, non. Station-service qui, cette fois-ci, est tenue par Mamie, qui se fout allègrement de la tronche des jeunes en appelant le shérif pour ensuite leur dire qu'ils doivent se rendre autre part avec le cadavre. Ils trouvent ça un peu bizarre, bien sûr, mais Mamie est très bonne manipulatrice. Ils se rendent là où elle leur a dit d'aller et attendent gentiment le shérif. À nouveau, Morgan propose de lâcher le cadavre sur place et de se barrer, mais Erin et Kemper refusent. Ils entendent des bruits étranges et vont voir ce que c'est. Bien sûr, mais tout va bien, c'est un opossum. Bah, par contre, à côté, il y a un gamin chelou. Jedediah, le gamin, parle de l'alcoolisme du shérif comme s'il le connaissait, ce qui pousse Erin et Kemper à partir à nouveau à la recherche d'un téléphone pour le contacter. Ils se retrouvent à la maison des Hewitt où ils vont rencontrer Papy qui cette fois-ci est bien vivant et très collant. Erin passe un coup de fil au bureau du shérif et repart, mais entend le papy qui demande de l'aide. Pendant ce temps, le shérif arrive au van et réagit beaucoup trop calmement à la découverte d'un cadavre. Clairement, il y a quelque chose qui cloche. Mais, figure d'autorité oblige, les jeunes font tout ce qu'ils demandent, emballent le cadavre dans du cellophane et le mettent dans son coffre. À la maison des Hewitt, Erin est coincée avec Papy dégueu alors que Kemper rentre à l'intérieur pour la chercher. Il se fait avoir par Leatherface dans un jumpscare relativement bien fait, entrecoupé d'images de dessins animés, ça fonctionne toujours bien, hein, le contraste enfance-violence. Après ça, Erin quitte la maison sans savoir ce qui est arrivé à Kemper. Le shérif de son côté se barre aussi et les jeunes restants trouvent des dents et après une blagounette très originale de Morgan que j'avais absolument jamais vue dans un film d'horreur, particulièrement pas dans les années 2000, ils retrouvent une photo de l'autostoppeuse avec une photo de famille. C'est au tour de Andy et Erin de retourner dans la maison pour chercher Kemper. Ils se font alors attaquer par Leatherface et Papy. Erin arrive à s'en sortir mais Andy se fait sectionner la jambe au milieu de draps, beaucoup trop propre pour cette baraque, et je vais encore faire ma relou, mais une tronçonneuse, ça coupe pas comme un sabre laser. Littéralement dans le même film, Leatherface se prend la tronçonneuse dans la jambe, et ça la sectionne pas d'un coup. Un jour, j'arrêterai de parler de tronçonneuse.
peut-être. Erin s'échappe, retrouve les autres, ils essayent de s'enfuir mais le shérif chelou les en empêche, il se fait un égo trip de pouvoir en prétendant que ce sont tous juste des drogués, de son côté Andy se fait hameçonner, on aperçoit Leatherface qui essaye de se coudre un masque mais malheureusement personne lui a appris à utiliser une machine à coudre. Ça doit tourner ça, normalement. Un jour tu y arriveras, Thomas. Ah oui, d'ailleurs dans cette version, Leatherface s'appelle Thomas. C'est plus classe avec l'accent anglais, j'avoue. Le shérif se lance dans une séance de torture psychologique avec Morgan en lui demandant de recréer la scène du suicide de l'autostoppeuse. Au bout d'un moment, Morgan retourne l'arme contre le shérif, et alors que Pepper l'encourage et Kerin lui implore de ne pas tirer, Morgan appuie sur la détente, mais l'arme n'est pas chargée. Le shérif l'embarque donc dans sa voiture pour avoir essayé de le tuer en laissant les filles sur place. Elles arrivent à démarrer le van, non sans difficulté, mais Leatherface débarque. Pepper se fait avoir et était apparemment un polochon rempli de plumes pendant tout ce temps, et alors que Leatherface se retourne, on découvre qu'il porte le visage de Kemper. En voyant ça, Erin s'enfuit bien naturellement et se retrouve devant un camping-car. On s'en doute, à ce stade on va pas rencontrer Mère Teresa, les deux dames qui vivent dans ce camping-car agissent elles aussi bizarrement, mais cette fois-ci en étant trop gentilles. Erin fait l'erreur de boire leur thé et tombe dans les vapes alors qu'elle se rend compte que cette madame a volé le bébé de l'autostoppeuse du début du film. Elle se réveille chez les E8 où l'on va rencontrer la famille entière. La gérante de la station-service et la mamie, le vieux Monty et le papy, le shérif et Leatherface son frère, la voleuse de bébé, je sais pas trop si c'est la femme du shérif, ou sa sœur, ou les deux, et la dame qui boit du thé non plus, je sais pas trop si elle est dans la famille ou pas. Et au bout de tout ça, on retrouve Jedediah qui, logiquement, devrait être le fils de la voleuse de bébé, et peut-être du shérif, ou peut-être que c'est aussi un bébé volé. C'est compliqué, les arbres généalogiques dans Massacre à la tronçonneuse, ok ? Erin est foutue dans la cave sans aucune sécurité, elle retrouve Andy toujours en vie au-dessus d'un piano random, qui se met à la supplier de le tuer, ce qu'elle fait à contre-cœur. Ensuite, c'est au tour de Morgan de remontrer le bout de son nez dans une baignoire posée là, et ensemble ils vont tenter de s'échapper. Jedediah les aide et ils arrivent à sortir et s'enfuir vers une autre maison abandonnée. Ils essayent de se cacher mais Leatherface repère Erin, c'est alors que Morgan décide de se sacrifier pour lui permettre de s'enfuir. Le seul perso qui a démontré depuis le début qu'il était égoïste. J'aime les développements de personnages. Erin s'échappe à nouveau pour arriver dans un abattoir. Décidément, c'est qu'il est actif, ce trou perdu quand même. On n'échappe pas à la scène dans le congélo à viande où tout le monde se perd, puis Erin arrive à récupérer un hachoir et à se cacher. Elle parvient à... Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'une jambe, ça se coupait pas si facilement ? Oui, bon, c'est bientôt la fin. Allez, Leatherface est HS. Erin s'enfuit, je sais pas combien de fois j'ai dit ça à ce stade, et réussit à arrêter un camionneur qui malheureusement recrée le début du film. C'est con. Erin panique lorsqu'elle voit dans quelle direction ils vont. Le camionneur demande de l'aide à la famille E8 réunie dans la station-service. Erin en profite pour s'enfuir. Elle réussit à chipper le bébé au passage et à voler la voiture du shérif. Elle écrase ce dernier. Encore. Et encore. C'est très satisfaisant, oui. Elle part vers l'horizon avec le bébé et en abandonnant complètement le camionneur avec une famille de tueurs tarés. Et c'est la fin. Ah non, on revient sur l'enquête en noir et blanc qui servait déjà pas à grand chose pour teaser le fait que Leatherface soit toujours en liberté. Voilà, là c'est la fin. Sorti en octobre 2003 aux États-Unis et en janvier 2004 en France, Massacre à la tronçonneuse est le remake du film du même nom qu'on a déjà décortiqué sur cette chaîne. Réalisé par Marcus Nispel, qui avant ça n'avait fait que des clips en tout genre, dont beaucoup pour Mylène Farmer, et qui après ce film aura fait seulement 5 longs métrages de fiction, dont un film télé, et le remake de Vendredi 13, qui existe. L'une des choses les plus connues concernant la production de ce film, c'est quand même la présence de Michael Bay à la production, qui à cette époque n'était pas encore devenue une blague ambulante pour tous ceux qui veulent facilement critiquer les productions américaines axées sur le divertissement grand public à coups d'action pleine d'explosions. Ok, il l'était peut-être déjà un peu, c'était juste Internet qui était pas à fond. L'autre nom que les fans de la franchise reconnaîtront peut-être dans ces crédits, c'est celui de Daniel Pearl, le chef-op du premier Massacre à la tronçonneuse. Apparemment, ce serait lui qui aurait convaincu Marcus Nispel d'accepter la réalisation du film. Ils avaient déjà bossé ensemble sur quelques clips, et quand Michael Bay a proposé la chaise de réal à Nispel, ce dernier comptait refuser puisqu'étant fan de l'original de Tobe Hooper, il voulait pas juste le refaire. Du coup, Pearl lui a demandé de lui permettre de terminer sa carrière comme il l'avait commencé, avec Massacre à la tronçonneuse. Ce qui est quand même un sacré bon exemple de chantage affectif, hein. Mais bon, à eux deux, ils se sont mis d'accord dès le départ que le but ne serait pas de simplement refaire l'original, ce qui est clairement la meilleure idée possible pour cette franchise. Massacre à la tronçonneuse a une histoire de base tellement simple et qui a été repompée tellement de fois en 30 ans que le public y est habitué, même la partie du public qui n'a jamais vu l'original. Et mini spoiler pour la suite, ce film est un très bon remake, puisqu'il
puisqu'il a quasiment rien à voir avec l'original en fait. Tellement rien à voir qu'il fait faire une sacrée gymnastique à la définition du mot remake, hein. C'est-à-dire qu'à part les références à l'affaire Ed Gein et la présence d'une tronçonneuse, on n'a pas beaucoup de points communs. Et personnellement, je trouve ça cool. À part le bruit de l'appareil photo de l'original, utilisé maintenant comme impact sonore, et le bobo à la jambe de Leatherface, Nispel n'a pas vraiment joué sur la nostalgie de l'original et les clins d'œil aux fans, puisque s'il s'agissait juste de refaire le même film, eh ben on pourrait simplement revoir l'original. Après, il y a quand même quelques choix étranges qui ont été faits. Je me suis longtemps demandé pourquoi ils avaient créé cette introduction et la conclusion qui va avec. Elle est mal rythmée, assez moche niveau étalonnage et faux effets de pellicule. Pour ceux qui savent pas, c'est vrai, j'ai pas expliqué, mais l'étalonnage, en gros, c'est le traitement des couleurs de l'image en post-production, donc après le tournage. Anecdote qui sert à rien. Saviez-vous que lors du tournage de l'épisode pilote de Star Trek en 64, une actrice, Suzanne Oliver, devait être peinte en vert pour jouer une alien. Mais une fois la pellicule traitée, sa peau apparaissait blanche. À chaque fois, ils ont recommencé cette scène plein de fois sans comprendre ce qui se passait, jusqu'à ce qu'ils se rendent enfin compte que c'était l'étalonneur qui n'était pas au courant que la peau devait être verte et corriger la couleur chaque fois qu'il recevait la pellicule. Voilà. Massacre à la tronçonneuse, l'intro. En plus d'être moche, donc, narrativement, ça aurait pu amener de l'attention dès le départ, mais malheureusement, elle est très courte et ben, elle a pas vraiment de fin. Bref, cette introduction me gênait. Jusqu'au moment où j'ai vu l'affiche du film. Affiche qui affiche fièrement cette phrase d'accroche, d'après une histoire vraie. Même délire sur l'affiche en anglais. Du coup, ma petite théorie perso, c'est pas officiel ni rien, c'est une supposition de ma part, Michael s'il te plaît me fais pas un procès, c'est que cette intro a permis au film d'être juste assez proche du cas de Ed Gein et de la découverte de sa maison par les flics à l'époque. Je vous ai décortiqué vite fait cette affaire dans la vidéo sur Massacre à la tronçonneuse 1 si vous l'avez pas vu, pour que les producteurs puissent placarder cette merveilleuse tagline sur toutes les pubs du film. Je saisis pas trop ce délire, il y a vraiment plus de gens qui vont voir un film qui est censé être inspiré de faits réels qu'un film complètement inventé. On sait tous que c'est n'importe quoi à ce stade, non? Bon, autre chose bizarre que j'ai découvert quand j'ai checké les crédits de ce film, c'est cette fois-ci Andrew Briniaski qui joue Leatherface. C'est lui qui jouait Zangief dans Street Fighter. Ce gars fait genre 2 mètres de haut et pesait 140 kg pour ce film, poids qu'il a volontairement pris pour avoir l'air plus imposant. Mais ce qui est dommage, c'est que la réalisation ne met pas vraiment ça en avant. Donc j'avais sincèrement pas remarqué son gabarit. Ce qui est bizarre parce que pour le Leatherface d'origine, Gunnar Hansen, les plans où il était mis face aux protagonistes étaient cadrés pour mettre leurs différences de silhouette en avant, et ça le rendait légitimement terrifiant. Briniaski aurait pu être aussi terrifiant, facilement, je dis regarde le bonhomme quoi. Mais ça n'a pas été utilisé. C'est dommage. Oh, et la narration du début du film a été faite par un Klingon. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de Star Trek dans une vidéo. Mais oui, John LaRoquette, qui lit donc cette narration, et qui a aussi joué dans Tribunal de nuit et Flynn Carson, qui est un de mes plaisirs très très coupables, je l'avoue, a joué un Klingon débile dans Star Trek 3. Il s'appelait Maltz. Voilà, maintenant vous avez perdu 2 neurones à emmagasiner cette information totalement inutile. De rien. Sinon, j'ai pas d'anecdote ouf sur la production de ce film. Décidément, c'était quand même plus rigolo dans les 70s quand il n'y avait aucune régulation sur comment tourner un film en toute sécurité. Les antagonistes de ce film, la famille E8, est légitimement terrifiante, mais pas par leur violence physique. Je dirais même que le gore et les tripes sont la partie la plus meh de ce film. Perso, c'est pas du tout ça qui me fait peur. Le shérif, par contre, le shérif Hoyt et ses manipulations qui débutent en étant de simples remarques de vieux boomers sexistes qui se plaignent de la fainéantise des jeunes et de leur manque d'expérience, simplement pour leur faire accepter sans qu'ils ne s'en rendent compte que c'est lui qui prend les décisions pendant cette situation et qu'ils doivent faire tout ce qu'il dit. Ce shérif qui petit à petit abuse de plus en plus de son autorité tout en affirmant que ce sont les jeunes qui ont tort, qui parvient à retourner chaque situation pour mettre en faute le groupe qui du coup va ignorer tous les signes qui pourraient les gêner. Ce shérif me terrifie. Le jeu de Early Hermé vend cette gêne constante et cette aura d'autorité à la perfection. Le reste du casting est bon, hein, mais c'est lui qui ressort le plus. C'est à peu près pareil pour la mamie qui tient la station-service. Elle est pas là longtemps, mais son dialogue est géré comme une figure d'autorité par son âge et le fait que le groupe ne vient pas de la région. Elle leur retourne le cerveau en moins d'1 minute pour qu'ils gardent un cadavre sur leur banquette arrière et l'emmènent au milieu de nulle part. Et le fait qu'ils acceptent ne paraît pas complètement con. Pour Papy, c'est un peu plus flag, je trouve, mais le fait qu'il soit en fauteuil peut éventuellement expliquer pourquoi Kemper ne le contredit pas ou peut-être ne s'en fait pas trop quand il les isole, lui et Erin, chacun de leur côté. Et pour les 2 autres nanas, bon, elle met mal à l'aise plus qu'autre chose, et c'est uniquement parce qu'on découvre le vol du bébé, et elle lit.
Et toutes les deux, elles essayent de parler gentiment, mais à ce stade dans le film, on sait déjà qu'elles vont pas faire partie des gentils. Donc c'est pas forcément très efficace. Elles sont plutôt oubliables. J'oublie qui... Ah mais oui, mais... bien sûr, le gamin. Je comprends pas pourquoi ils ont créé ce personnage. Je vois l'idée d'avoir un personnage qui connaît comment fonctionne cette famille de l'intérieur, mais qui se place du côté des protagonistes. Ça permet je sais pas, de dire que toutes les personnes isolées dans le fin fond du Texas sont pas complètement tarées, je suppose, ou peut-être que tout ça n'est pas génétique. Le souci que j'ai par rapport au bon côté d'avoir un gentil chez les méchants, c'est que pour moi, dans cette histoire en particulier, ça ne fonctionne pas. C'est comme ouvrir en grand une fenêtre dans un espace qui était jusqu'à présent étouffant. Dans l'original, on ressent le fait que chaque personnage qu'on rencontre s'avère être pire que le précédent, qu'il n'y a pas d'échappatoire. Là, un membre de la famille elle-même aide nos protagonistes à s'enfuir très littéralement. C'est trop optimiste, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, c'est un choix. Ok, tu veux élever un peu cet environnement large et vide qui s'avère pourtant étouffant et sans issue. Tu veux offrir une porte de sortie aux personnages et aux spectateurs, ça marche. Mais, en fait, ça marche pas pour un jeune enfant qui a grandi dans une famille cannibale isolée. L'innocence de l'enfance m'efface. Si tu grandis avec ça comme figure parentale et dans un espace isolé du reste du monde, ça me paraît quand même un peu trop facile de décréter que ce personnage a un compas moral proche du nôtre. Je sais pas vous, mais moi j'y crois pas une seule seconde. Ce qui est dommage, parce que finalement, le personnage n'a pas beaucoup de fonction dans l'histoire, il aurait pu ne pas être là. Le seul moment où il est nécessaire pour faire bouger les protagonistes, c'est la première fois qu'on le voit et qu'il amène Erin et Kemper à trouver la maison des 8. Ça me paraît un peu léger. Oui, il les aide à la fin, mais franchement tu peux réécrire la séquence pour qu'ils trouvent la sortie tout seul, Erin et Morgan, hein. Il est pas indispensable. Bref, je trouve qu'il y a plus de mauvais côtés que de bons côtés à la création d'un personnage d'enfant sympa dans cette histoire. Et à la base en plus, il devait être tué par Leatherface à coups de tronçonneuse quand il aide Erin et Morgan à s'enfuir, ce qui aurait permis d'imaginer que c'est bien la première fois qu'il fait ça. Mais la production a trouvé ça trop violent. Bon, ok, je sais, parlons de celui qui nous intéresse vraiment. Celui qui permet à ce film de porter le nom de Massacre à la tronçonneuse, parce qu'avouons-le 2 secondes, tout le reste a changé. Tête de cuir. Ah mon dieu, maintenant je veux une fanfiction avec tête d'épingle et tête de cuir qui sont meilleurs amis et qui gambadent dans un champ de fleurs. Pardon. Leatherface, dans ce film-ci, est décrit par Andrew Bryniarski comme étant proche d'un chien battu. Alors même si je préfère quand même l'interprétation de Gunnar Hansen qui parvenait à lui donner ce côté très humain que je n'ai retrouvé dans aucun Leatherface depuis, j'aime bien cette lecture de Leatherface. L'idée que sa violence soit une réaction à la maltraitance qu'il aurait vécue de la part du monde extérieur, en plus de celle plus pernicieuse de sa famille, c'est une représentation différente mais tout à fait intéressante du personnage. Et étant donné qu'on est passé de Boba, Sawyer à Thomas et 8, perso j'ai aucun souci avec les changements apportés au personnage. Non, le souci que j'ai avec lui, il est beaucoup plus terre à terre. On le voit quasiment pas, et quand on le voit, il a la même fonction que Michael Myers, à savoir que c'est une silhouette qui tue, qui fait peur par sa présence. Donc tout ce délire de chien battu ne transparaît pas dans le film déjà, mais en plus, contrairement à Michael, Leatherface n'est pas l'unique antagoniste quasi démoniaque du film. Non, on a toute une flopée d'antagonistes, plus une poignée de protagonistes, donc non, Leatherface il passe un peu à la trappe, hein. J'en sais beaucoup plus sur les personnalités de elle, de lui, elle, ou tout connement le shérif. J'oserais même dire que l'antagoniste majeur du film, c'est lui. Après tout, c'est lui qui a les scènes les plus dérangeantes et qui se fait tuer par la Final Girl à la fin du film, ce qui est quand même une des règles du slasher. Le méchant se fera marave par la fille. Bon, et souvent il survit, parce qu'on va sûrement faire une suite, parce que les sous-sous c'est sympathique, mais il n'empêche que le maravage, la maravation, le maravatement a toujours lieu. Oui, je sais, Leatherface aussi il se fait avoir, mais soyez honnêtes, ceux qui ont vu le film. C'est lequel des deux le plus marquant? Rajoutez à ça, comme je l'ai déjà dit, le fait que les cadrages ne jouent pas vraiment sur le gabarit imposant de Leatherface, et donc sa violence suggérée, mais aussi la terreur du protagoniste visé, Leatherface se retrouve à ne pas avoir un gros impact dans ce film. Genre, il est cool, hein, il fait le taf, mais bon, prenons 2 séquences de l'original qui illustrent ça très bien. D'abord, celle-là. Le mouvement de cam qui remonte pour arriver sur Leatherface, le fait qu'il soit légèrement surélevé dans le décor, ce qui lui donne 2 bonnes têtes de plus que sa victime. Le mouvement de recul de Kirk, le fait qu'il se baisse comme ça, ce qui le rend encore plus petit par rapport à Leatherface. Et juste en passant, l'éloignement de la caméra qui suit, qui me donne cette impression que ce qui se passe ne s'entend pas, ne se voit pas, et presque n'a pas tant d'importance que ça dans l'univers. Et mouah, j'adore. Ce plan est construit pour nous mettre à la place de la victime et avoir très littéralement peur de découvrir Leatherface. Son apparence, son gabarit, sa violence, tout. Et ensuite, regardons ce plan qui arrive un peu plus tard, qui place Leatherface dans un cadre surchargé, qui le rend tout petit et tout terrifié, et qui nous permet de nous rapprocher du côté humain de ce personnage. Et en une séquence, nous permet d'en savoir beaucoup sur sa personnalité, sa panique, son indécision et tout, oh mon dieu, je vais juste reparler pendant des plombes de l'original, mais vous voyez le truc ?
Les seuls moments qui ressemblent à ça dans ce remake, c'est celui où on voit Thomas coudre son masque, et éventuellement celui où il trouve la bague de fiançailles que Kemper voulait offrir à Erin. Si tu plisses les yeux, tu peux peut-être imaginer une partie de sa personnalité, mais c'est quand même pas comparable. Ah, et Leatherface avec le profil de Voldemort, bof. Pour reprendre le parallèle avec Michael Myers, j'ai toujours trouvé plus terrifiant l'idée que le gros méchant soit un gars comme les autres. L'idée qu'une difformité physique devrait nous faire peur juste par son existence me gêne énormément. Même délire avec elle d'ailleurs, qui je suppose est censée nous dégoûter juste parce qu'elle est grosse. Je sais pas... Non, ça fait pas peur. Et des parenthèses nulles et peut-être inutiles, mais vous saviez que les prothèses de nez, qui s'appellent en réalité des épithèses, existent depuis super longtemps. Il y a des photos impressionnantes de soldats de la Première Guerre mondiale avec des prothèses, tout le monde s'en fout de ce que je dis là. Bref, oui, donc Thomas aurait pu faire ça plutôt que de la haute couture humaine. Sa difformité ne m'apporte rien niveau trouille. À la limite, ça nous donne une raison de pourquoi il se crée des masques, mais... Bon, écoutez, je sais pas, moi, je préfère l'idée que ce soit un désordre psychologique non traité comme dans l'original, plutôt qu'une maladie de peau que des gens ont dans leur vraie vie, et qui ne les change pas en tueurs cannibales. Mais c'est peut-être que moi, je sais pas. Il fait peur, ce Leatherface, hein, qu'on soit clair. Mais pour moi, il est loin du développement simple et efficace qu'il avait dans l'original. Je vous préviens, c'est la partie où je passe mon temps à comparer ce film à l'original. Mais cette fois-ci, j'ai une excuse, ok? C'est censé être un remake, quand même. Mais remettons d'abord tout ça dans son contexte. Les années 2000. Une décennie que c'est qu'elle existe. Bon, j'étais ado dans les années 2000, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser au cinéma. Et malheureusement pour moi, le cinéma d'horreur n'en faisait pas partie. D'abord parce que j'étais une pure trouillarde, mais aussi parce que l'horreur de cette décennie avait cette aura de mauvais remakes de films asiatiques ou vieux films d'horreur que je connaissais pas, et se tapait surtout une image de gorefest inutile sans grand intérêt artistique. J'ai appris de mes erreurs depuis, ne vous en faites pas, la preuve en est que je suis devenu fanat d'horreur plus tard, mais toujours pas fanat de l'horreur de cette décennie, je vous avoue. Enfin, je l'ai déjà avoué dans cette vidéo, mais je le re-avoue, comme ça je suis sûre que vous l'avez entendu. En termes de remake, on avait du bon, comme The Ring ou La Colline à des yeux, certains aiment aussi celui de The Eye, celui-là je préfère de loin l'original perso, mais bon. En vrai, il y avait surtout du mauvais, hein. The Grudge, The Amityville Horror, The Wicker Man, The Last House on the Left, Prom Night, Black Christmas. On avait droit à du vrai caca sur pellicule. Enfin non, du coup plus sur pellicule. J'ai l'impression qu'on était dans le délire de sortir le plus de films sans faire trop d'efforts, et ramener quand même plein de gens. C'est le même système de pensée qui nous a plongé dans cette période sombre des remakes en prise de vue réelle de Disney. Enfin, prise de vue réelle, si on veut. Ça c'est de l'animation les gars. Donc, en suivant cette logique, les années 2000 ont eu droit à énormément de remakes qui permettaient aux producteurs d'économiser sur la pré-production, puisque le scénario existait déjà, et garantit un public qui viendra pour Halloween, puisqu'ils reconnaîtront le titre sur l'affiche. Enfin ça c'est la façon sensée de le voir. En vrai, pour des franchises comme House of Wax, je doute que beaucoup d'adolescents des années 2000 aient été fans du film de Michael Curtis, ou celui de André de Toth avec Vincent Price, ou celui de Bud Townsend. Pourquoi il y a autant de films sur cette histoire? Tout ça pour dire que ce remake de Massacre à la tronçonneuse était un des premiers remakes si reconnaissables des années 2000, qui suivait notamment une des... comment je peux appeler ça? Une des modes du cinéma d'horreur à ce moment-là. Le gore partout, le gore violent, le gore pas très utile et qui veut rien dire. Qui engendra par exemple toutes les suites de Saw. Pas l'original, on se calme les fans, celui-là il est très bien. Et qui donna une réputation assez pourrie au cinéma d'horreur dans ces années-là, qui commence quand même bien à s'en remettre. Hein. Attends, pourquoi j'ai raconté tout ça moi? Est-ce que c'est pour me plaindre de la période durant laquelle j'ai découvert le cinéma et qui m'a donné l'image d'une horreur que j'aime pas du tout, et qu'il m'a fallu des années pour aller chercher ailleurs qu'au cinéma, merci Mega Upload, et pour découvrir le cinéma que j'aime à la folie depuis... Non, c'est que ce film est symptomatique de cette époque, et faisait partie des précurseurs de l'horreur des années 2000, et de tous ces clichés. On a droit au bruit flippant qui n'est en fait qu'une bestiole, le cri de terreur qui n'est en fait qu'une nana qui s'amuse, la colorimétrie abusément bleue, l'ombre floue qui déclenche un son stressant, le montage entrecoupé de flash, ce son d'impact qui entra tous les trailers existants par la suite, la caméra qui file la gerbe en bougeant tout le temps, le véhicule qui démarre pas, le véhicule qui démarre pas, le véhicule qui démarre pas, bref, vous les connaissez ces clichés, hein, on les connaît tous. Et bien sûr, le gore à outrance. Le fait est que même si je suis fan de films d'horreur, je ne suis pas fan de violence gratuite. Comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vieille vidéo, j'apprécie le gore et la violence lorsqu'ils portent un message plus large, qu'ils sont là pour souligner un thème déjà présent dans le reste du film. Et c'est la raison principale pour laquelle, même si je peux considérer ce remake comme un bon remake, dans le sens où il est assez différent de l'original pour avoir un intérêt et compte quelques moments qui dégoûtent, voire qui font peur, je ne l'aime pas en tant que film d'horreur.
pour la simple raison qu'il ressemble surtout à une suite de scènes violentes qui ne laissent rien à l'imagination et qui ne portent pas de message. On dirait que le but est presque de juste voir si tu peux supporter tout ce qu'on te montre. Et ça, sincèrement, on aime ou on n'aime pas, hein, je vais pas me forcer. Donc ce film est un meilleur remake qu'il n'est un film d'horreur. En tant que film d'horreur des années 2000, comme je l'ai dit, il ressemble à tous les autres. Par contre, comme remake, je m'attendais à tellement pire. Nispel a eu le génie de changer énormément de choses par rapport à l'original, en gardant des idées. Par exemple, on n'a plus le merveilleux, le fantastique Drayton Sawyer, mais la figure d'autorité paternelle dérangée est toujours là sous la forme du shérif, qui est beaucoup plus exagéré que Drayton, mais l'idée de base est toujours là. Pareil pour l'atmosphère suffocante, on avait une ambiance jaunâtre, étouffante, ensoleillée, caniculaire pendant le premier film, alors qu'ici on a une ambiance bleuâtre, humide et moite. Il y a tellement d'eau dans ce film, je comprends ni la logique diégétique ni la logique esthétique derrière ce choix par contre. Couplé avec l'étalonnage bleu, ça m'empêche de ressentir la soi-disant chaleur extrême dont parlent les personnages. La suffocation par contre, je la ressens dans la maison des E8 qui a l'air de puer la moisissure. Ce remake joue beaucoup plus sur le dégoût que l'original. On a le dégoût face à la viande, le papy qui tripote Erin, la caméra qui traverse la tête de l'autostoppeuse, mais aussi la violence purement manipulatrice du shérif, de la mamie, de la voleuse de bébés. Et tout est crade, partout, tout le temps. Ce film veut vous filer la gerbe. Alors certes, depuis on a eu droit à bien pire en termes de dégoût visuel, mais les personnages, eux, parviennent très bien à me débecter, perso. On a droit à un bon jeu d'acteur global, avec en tête Hermé comme je l'ai déjà dit, et les personnages en eux-mêmes, à part pour Leatherface, sont bien plus développés que ceux de l'original. Autant les protagonistes que les antagonistes pour le coup. Mais bon, concrètement pour les protagonistes, ça veut juste dire qu'ils sont un peu moins nazes que les ados des Dead Teenagers Movie qu'on a l'habitude de voir partout. Hein. C'est pas exceptionnel. Dans le premier, on n'avait pas beaucoup de détails sur eux, dans le sens où quand t'es avec tes potes, tu vas pas faire un résumé de ta vie toutes les 2 minutes, au cas où ce soit le moment de l'exposition. Et il ne servait que de canevas pour que les spectateurs projettent leur peur. Le but était clairement pas de créer des personnages super attachants. Ici, on a de l'exposition un peu maladroite au début, mais la confrontation directe avec une situation plus que stressante nous montre leur vraie personnalité à chacun, ce qui est définitivement une bonne façon de développer autant de personnages en si peu de temps. C'est bien, t'as gagné une étoile. Je t'en enlève 10 pour l'étalonnage par contre. On a aussi quelques compositions d'images qui s'en sortent bien, quelques ambiances sympas, même si un peu exagérées, le tout, malheureusement accompagné d'une musique complètement oubliable. Allez-y, essayez d'imaginer une musique de film d'horreur, pas un en particulier, hein, juste une musique de film d'horreur lambda, et ça donne celle du film. Comparé à la bande-son terrifiante du premier, là pour le coup, je suis déçu. Niveau rythme aussi, ce remake se détache pas mal de l'original. On commence la violence et l'horreur très vite sans prendre le temps de poser une ambiance lente et lourde comme dans le premier. Dans celui-ci, on passait la moitié du temps d'écran à placer une ambiance et créer la surprise quand quelque chose se passe enfin. Là, on commence direct fort, la logique étant que les gens ne doivent pas s'ennuyer. Je suis pas franchement d'accord avec cette façon de penser le public comme une masse informe pas foutue de rester concentré plus de 10 minutes. Mais le fait est que c'est assez sensé comme décision, puisque c'est un remake et que la majorité des spectateurs savent très bien dans quoi ils s'embarquent. Créer du suspense serait plus que compliqué dans ce cas précis. Encore une fois, même les gens qui n'ont pas vu l'original connaissent les grandes lignes de l'histoire. En tout cas, on peut partir de ce principe puisqu'ils décident d'aller voir le remake d'un film dont tout le monde connaît l'existence. Conclusion, je suis pas fan du rythme qui a l'air de vouloir se dépêcher, mais je comprends la logique de création qu'il y a derrière. Le souci majeur que j'ai finalement, c'est que l'original avait pour effet une catharsis satisfaisante d'une césure entre les classes, une vision rapide dans l'univers isolé d'une campagne américaine profonde, délaissée, amorale, prête à tout. Le film de 74 n'est pas qu'une suite de scènes violentes qui veulent tester votre capacité à supporter le gore. Non, ce premier film ne vous montre quasiment rien de violent. C'est l'amoralité des antagonistes, la terreur des protagonistes, la réalité d'une mort inattendue, violente, rapide et froide comme celle d'une bête d'élevage qui terrifie. C'est aussi la folie claire et pourtant presque anodine des personnages dans cet environnement, la société et ses règles inexistantes dans l'isolation de ses personnages. Ce film raconte bien plus que son histoire, le tout quasiment sans violence directement visible, ce qui rend celle-ci d'autant plus marquante. Ce que j'essaye de dire là, c'est qu'on a un univers diégétique hors champ qui existe, une réalité proche de la nôtre au moment de la sortie du film. Et toujours pas mal aujourd'hui. Hein. Dans ce remake, il n'y a pas vraiment d'histoire hors de cette famille. C'est cette famille qui est folle. Elle n'est pas forcément isolée vu les métiers de plusieurs d'entre eux et surtout le nombre de membres de la famille, c'est juste eux qui sont fous. Et encore même pas tous, puisque le petit-fils paraît avoir une conscience morale proche de la nôtre. Ça donne l'impression que cette histoire est isolée, que c'est le cas unique d'une famille particulièrement violente qui se complaît à être contre la morale sociale, plutôt que simplement sans aucune morale comme dans le premier opus.
Donc on passe d'antagonistes qui ne savent pas forcément qu'ils sont plus violents que le reste du monde, à des antagonistes qui prennent leur pied à l'être. C'est un changement finalement tout petit qui pourtant modifie complètement le genre de terreur que cause la famille d'antagonistes. Dans ce film, on se trouve en face d'une flopée de personnages, chacun avec leurs petits clichés personnels, qui vont tenter de nous faire peur à coups de violence, de manipulation, de mains baladeuses, de retournement de situation. On se croirait presque dans une maison hantée à passer de salle en salle, de personnage en personnage. Dans l'original, entre tout le reste, à chaque vidéo je souligne un point différent qui fonctionnait particulièrement bien, mais par rapport à la terreur des protagonistes envers les antagonistes, la chose qui m'avait marqué en particulier dans la fameuse scène du dîner, c'était que les protagonistes n'avaient aucune chance de discuter avec la famille Sawyer. À aucun moment, ces gars-là ne vont écouter tes cris terrifiés et se sentir mal. Ça leur est complètement impossible de faire preuve de l'empathie la plus basique. Et ils sont loin de jouer sur la manipulation psychologique, ils sont pas assez futés pour ça. C'est impossible de parler avec eux. Dans ce film-ci, entre la mamie, le papy, le shérif, sa sœur, sa femme, ou les deux, et pire encore le petit-fils qui carrément aide les protagonistes, tous ces antagonistes ont un côté plus normal avec des énormes guillemets que les Sawyer. Ce sont des personnages qui choisissent de faire ce qu'ils font, et même pas pour manger ou survivre comme les Sawyer. C'est vite fait suggérer qu'ils sont cannibales, mais on est loin des meubles et du business de saucisses des Sawyer. Ils jouent beaucoup plus sur les manipulations à coups de dialogue passif-agressif. L'empathie leur est possible, mais ils l'utilisent pour mieux retourner le cerveau de leurs victimes et leur faire faire tout ce qu'ils veulent. Bon, ce changement est logique, puisque dans ce remake on se concentre plus sur les protagonistes afin de créer un minimum d'empathie pour eux de la part des spectateurs avant de leur faire vivre un enfer, plutôt que sur la découverte de l'environnement, de la famille et de la terreur de personnages lambda dans l'original. Bref, Sawyer, sociopathe, et 8, psychopathe. Ça veut pas dire que l'un soit plus terrifiant que l'autre, ou même plus efficace dans le contexte d'une narration d'horreur. Je souligne juste cette différence majeure. D'ailleurs, tant que j'y suis, toutes les différences que je remarque ici ne sont pas forcément bonnes ou mauvaises. Les deux films sont bien. C'est à vous de voir quelle lecture de l'histoire vous préférez. Moi je m'en cache pas du tout, c'est l'original, je crois que ça se voit. Voilà, c'était mon moment démago parce que, mine de rien, tous ces éléments cumulés, pour moi, soulignent les différences dans les créations des deux œuvres. D'un côté, on a les années 70 représentées dans les années 70 par des gens des années 70, et de l'autre, on a les années 70 vues dans les années 2000 par des gens des années 2000. Forcément, ça va marcher un peu moins bien. L'image, le jeu d'acteur, le rythme de montage, la musique, les thèmes sous-jacents, tout est différent, puisqu'en 30 ans, le paysage du cinéma et du monde en général a beaucoup changé. Je sais pas trop comment mettre des mots sur le ressenti presque contemporain du film que j'ai eu, alors que concrètement il n'y a pas trop d'anachronisme. Disons simplement que je m'attendais tout du long à ce que quelqu'un sorte un Nokia qui a pas de signal. C'est dur de comparer deux films sans trop cracher sur un des deux, donc je réitère que ce remake est bien, j'ai pas de soucis majeurs avec le film, à part l'étalonnage. Le shérif est flippant à souhait, Leatherface tue des gens, les héros sont assez bien développés, le gore... Bon, pour le coup, je m'en fous un peu dans celui-là, mais la scène de la reconstitution du suicide de l'autostoppeuse est honnêtement horrible à vivre. Il y a quelques moments de montage un peu bizarres, voire ratés, mais dans l'ensemble, on est dans le correct. Bref, ce film est bien. Selon moi, il est juste pas au même niveau que l'original, c'est tout. Et j'ai pris tout ce temps-là juste pour faire cette conclusion. Mais je serais pas la tasse si ça durait pas des plombs. Non, en vrai, ce film est bien, il est bien. Je préfère toujours revoir l'original, par contre, clairement, pour moi, il n'y a pas photo. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce remake, voire qui le préfèrent à l'original. Et très sincèrement, je comprends totalement. Il est bien, il est bien. N'hésitez pas à aller checker mon Utip si vous voulez apparaître sur cette liste de tipeurs. Il suffit de faire un don récurrent de 1€. Et ça m'aide à rémunérer mon monteur, histoire de quand même. Allez checker ce qu'il fait, au passage. Et si jamais vous voulez avoir une tasse à fesses, c'est possible. Comme d'habitude, partagez, abonnez-vous. Ciao!